55 millions de morts, en particulier des civils, Auschwitz, Hiroshima, les bombardements des populations civiles. Il y a eu un court moment dans l'histoire de l'humanité où les responsables politiques se sont dit « plus jamais ça ». Et pour mettre en place ce plus jamais ça, ils ont créé l'ONU à San Francisco en 1944. Et la première mission qui a été confiée à l'ONU, c'est d'écrire la charte des droits fondamentaux de la personne humaine. Et ça a été la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui reconnaît un certain nombre de droits, une trentaine de droits, aussi bien civils et politiques, c'est-à-dire le droit d'expression, de manifestation ou d'association à chaque être humain sur la Terre, et des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la dignité, le droit à l'éducation, le droit au meilleur état de santé possible, le droit à un hébergement digne. C'était les droits fondamentaux de la personne humaine. Et puis en 1949, ça c'est en 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 1949, il y a eu les 4 conventions de Genève. C'est la deuxième branche du droit international des droits de l'homme. C'est le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. C'est les 4 conventions de Genève. Et ces 4 conventions de Genève, c'est pour atténuer les souffrances dans un conflit armé, et en particulier les souffrances des non-combattants, principalement les civils, mais également les prisonniers de guerre qui sont désarmés. Et c'était l'idée force qui nous a conduits jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à ces dernières années, où on se rend compte une violation massive, un mépris fondamental, d'une part pour les droits humains et d'autre part pour le droit international humanitaire. Et on peut le constater sous nos yeux au Soudan, où les 2 généraux qui se font la guerre sont responsables de la mort déjà de 15 000 personnes en un an, de la plus grande crise de déplacement de population, puisqu'il y a 10 millions de Soudanais qui sont déplacés, avec 46% qui sont dans une situation de famine. C'est également le cas au Myanmar, où l'armée régulière bombarde et incendie des villages de civils. C'est également le cas en Ukraine, avec les bombardements qu'on voit de zones d'habitation civile, mais également d'infrastructures civiles, les usines de production énergétique, ou les silos à grains, les silos de céréales, mais également les tortures de prisonniers de guerre par les Russes, et puis la déportation d'enfants ukrainiens en Russie. Et puis c'est le 7 octobre, avec ces crimes atroces qui ont été commis par le Hamas ou par d'autres groupes palestiniens. C'est les roquettes qui sont tirées sur des zones civiles, c'est également les prises d'otages, et c'est la réponse complètement disproportionnée de l'armée israélienne, avec 35 000 morts, sans compter les personnes qui sont sous les décombres, les cadavres qui sont sous les décombres. Et aujourd'hui, les personnes n'ont pas les moyens de sortir les cadavres sur les décombres, parce qu'ils n'ont pas de bulldozer, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont plus de gasoil. C'est une population qui est affamée. C'est une utilisation de bombes à phosphore blanc, notamment au sud Liban. C'est des déplacements forcés de population, 1,9 million du nord de la bande de Gaza au sud, et maintenant on les envoie ailleurs, alors qu'aucune zone est sécurisée. Donc globalement, c'est un mépris complet pour la dignité humaine, pour la vie humaine et pour les droits fondamentaux de la personne humaine, et un quasi-effondrement du système multilatéral qui justement avait été mis en place pour respecter la paix dans le monde et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine dans le monde. Et c'est l'impuissance de l'ONU, on le voit tous les jours, avec ce droit de veto qui sont réservés finalement aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, à un petit club de 5 personnes, les membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et ce droit de veto aurait dû servir pour maintenir la paix dans le monde, et en fait il ne sert qu'à couvrir les exactions qui sont commises dans les différentes zones d'influence. Et voilà la situation aujourd'hui que nous dénonçons à Amnesty International. Merci, pardon, vous avez pris un peu de cours. J'étais en train de noter. Je vous relance tout de suite, justement, avant, parce que vous venez de parler de l'impuissance de l'ONU. Et ce matin, Bertrand Badi, on lui posait la question. Il disait l'ONU, c'est comme le cholestérol, il y a un bon ONU, il y a un mauvais ONU. Donc le mauvais ONU, c'est l'ONU qui est bloqué, l'ONU du Conseil de sécurité. Le bon ONU, c'est l'ONU de la voix de son secrétaire général, mais aussi des agences liées à l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, on est d'accord. Il faut maintenir à tout prix et renforcer le système multilatéral, le système de l'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. Il faut maintenir, il faut les renforcer, il faut vraiment les sauvegarder, mais il faut exiger également une réforme en profondeur de ces différentes institutions, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et alors là, j'espère que j'aurai pas trop de questions. C'est le nom de l'histoire.
il faut une réforme complète. Et cette réforme complète, ça commence par la réforme du droit de veto. Et le Mexique et la France sont à l'origine d'un projet qui est soutenu par 106 autres pays, que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne puissent pas utiliser leur droit de veto en cas d'atrocité massive. Et ça serait un palier très très important qui serait franchi en matière de respect des droits des civils. Et puis il y a également le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, hein, qui est basé à Genève. Là aussi il y a des imperfections, là aussi il faut le maintenir, mais là aussi il faut le réformer en profondeur. Pourquoi a-t-il déclenché une mission d'observation au Soudan et en Russie, ce dont on le félicite, mais pourquoi n'avoir pas prolongé sa mission d'observation en Éthiopie, un conflit quand même qui fait 600 000 morts. Donc là aussi, il y a parfois des incohérences, donc il faudrait renforcer ces systèmes multilatéraux, mais en exigeant une réforme complète pour qu'ils fassent leur mission, pour qu'ils garantissent la paix et la dignité humaine partout dans le monde. Mais c'est une réforme qui passera nécessairement par l'assentiment des États membres qui sont donc c'est politique, le droit international, c'est très compliqué. On voit, ce sera très difficile que les membres permanents du Conseil de sécurité perdent une partie de leur pouvoir. Donc c'est vraiment, c'est la société civile, c'est vraiment la géopolitique, c'est vraiment un système de rapport de force. Il faut vraiment que la société civile, nos politiques aillent tous dans le même sens pour obtenir cette réforme. D'accord, merci. On reviendra sûrement sur cette thématique des sociétés civiles et de leur investissement. Vous avez évoqué, Jean-Claude Samouillet, la question, la Convention de Genève de 1949, donc c'est le 75e anniversaire cette année. Et je voulais demander à Lucille Marbeau, donc, qui est porte-parole du CICR, dans l'une des missions de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés, pardon. Quel état des lieux vous pouvez dresser en matière de... Oui, vaste question, je vous vois sourciller. Non, surtout le constat est absolument affligeant. Monsieur rappelait l'histoire. Donc en 1949 est créée en fait la Convention de protection pour les civils qui n'existait pas auparavant. Auparavant, c'était uniquement les soldats blessés, malades, les prisonniers de guerre dans le cadre de conflits armés internationaux qui étaient protégés. On pensait à ce moment-là en fait que c'était essentiellement le choc entre les armées régulières et que finalement les civils étaient préservés. Il a fallu l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, les persécutions, les populations sous occupation pour qu'enfin les États se disent qu'il était important de les protéger. 75 ans plus tard, les civils sont toujours les premières victimes des guerres. On pense bien entendu aux morts, il y a tous les blessés, des blessés qui le resteront à vie. Je pense aujourd'hui à Gaza, mes collègues médecins amputent à la chaîne. Ce sont des personnes, donc on va avoir une génération en fait d'amputés, ce sont des personnes qui vont porter dans leur chair toute leur vie cette guerre. Il y a les personnes déplacées, déracinées de chez elles, qui fuient dans la terreur. 108 millions de déplacés l'année dernière selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. C'est gigantesque. Ce sont des personnes qui sont démunies, qui souvent aussi ont été séparées de leur famille, qui ne savent pas ce qui est advenu de leurs frères, de leurs sœurs, de certains de leurs enfants. Ce sont des enfants qui se retrouvent non accompagnés. Aujourd'hui, à RDC, en République démocratique du Congo, de nouveau dans l'est du pays, au nord Kivu, le conflit s'est embrasé. Ça fait des décennies que cette région subit constamment des violences. Et mes collègues dénotent depuis l'année dernière une augmentation de plus de 80% des violences sexuelles. Donc le constat est juste absolument affligeant. Or, le droit international humanitaire, cette convention justement de protection des civils, c'était finalement la reconnaissance, et c'est l'ensemble des conventions de Genève en fait, c'est la reconnaissance du droit du plus faible, du plus vulnérable. Ce sont les personnes blessées, malades, ce sont les personnes qui sont détenues, ce sont les civils, contre la loi du plus fort, celui finalement des combattants. Et cela impose des règles aux combattants pour justement prévenir les souffrances des civils. Et il y a une chose fondamentale qu'il nous faut à chaque fois rappeler, c'est que l'assistance de la population civile, ce n'est pas de la charité. C'est une obligation de la part des parties d'assurer le minimum vital pour les populations sous leur contrôle. S'ils ne parviennent pas à le faire, ils ont l'obligation de nous laisser, nous, organisations humanitaires, opérer pour pouvoir leur porter secours. Or là aussi, le constat aujourd'hui est dramatique. Dans de nombreux contextes, l'aide est entravée. Dans beaucoup de contextes également, du personnel des organisations humanitaires meurt. Hier encore, un collègue du Croissant Rouge soudanais est mort. Le CICR, lui, depuis le mois de décembre, a connu 2 incidents de sécurité graves au Soudan. Nous déplorons plusieurs morts, plusieurs blessés. Et les conséquences de ces attaques
contre justement les organisations humanitaires qui doivent secourir, qui doivent être au chevet des victimes, c'est qu'on gêne nos opérations à ce moment-là. Il faut qu'on comprenne pourquoi cet incident a eu lieu. Il faut qu'on prenne langue avec les personnes qui en sont responsables pour pouvoir reprendre, bien entendu, nos actions qui sont vitales. Car dès l'instant que les organisations humanitaires n'ont pas accès, qu'il n'y a pas d'espace humanitaire sécurisé, c'est la double peine pour la population civile, qui ne reçoit plus rien. Alors là aussi, le droit international humanitaire est bien fait. Les organisations humanitaires, les travailleurs des organisations humanitaires bénéficient d'une protection spéciale, tout comme bénéficient également d'une protection spéciale la mission médicale, les secouristes. Donc là encore, c'est une obligation de la part de parties de respecter, c'est le principe d'humanité. Il faut laisser la population pouvoir survivre et pour ce faire, il faut laisser les organisations humanitaires travailler. On parle beaucoup là des violations, mais en fait, heureusement, il y a aussi du respect du droit international humanitaire. C'est le moment où nous arrivons à traverser des lignes de front, on arrive à assister des populations dans des villes assiégées. C'est le moment où mes collègues du CICR parviennent à rentrer dans des prisons et de pouvoir essayer d'améliorer un peu le sort des détenus. Et Nelson Mandela avait une très belle phrase qui a été visitée par des délégués du CICR à Robben Island, là où il était détenu. Et il disait, mais j'ai envie de le citer justement, ce qui compte, ce n'est pas simplement le bien que fait le CICR, c'est bien plus encore le mal qu'il permet d'éviter. Cette phrase convient parfaitement au droit international humanitaire, qui est justement un bouclier contre la violence déchaînée pour justement permettre la survie des plus vulnérables. Et le droit international humanitaire est un bien commun. Il est universel. Tous les États du monde l'ont signé. Et tous les groupes armés non étatiques sont tenus également de le respecter. Il n'est pas optionnel. Il ne doit pas faire l'objet de transactions entre les parties, comme on le voit dans certains conflits. Et tous les États du monde ont une responsabilité. Il y a une responsabilité collective. L'article 1er des conventions de Genève stipule que tous les autres parties contractantes, c'est-à-dire les États qui ont signé les conventions de Genève, doivent respecter le droit international humanitaire, s'ils sont belligérants, bien entendu, mais doivent le faire respecter. C'est-à-dire que dans tout conflit, tous les États du monde doivent œuvrer au respect du droit, doivent peser de toute leur influence diplomatique, et on sait que dans certains conflits, il y a des puissances, il y a des États, des acteurs qui ont de l'influence sur une des parties, et qui peuvent essayer de faire en sorte qu'ils respectent mieux le droit. Et aujourd'hui, c'est vraiment cela devrait être une priorité, finalement, de la communauté constituée des États, d'assurer un meilleur respect et de faire en sorte que tout simplement il y ait moins de victimes dans les guerres. Merci. Une petite relance parce que j'affirmais en introduction que le droit humanitaire, le droit international humanitaire recule, comme si c'était une évidence. Un truc, vous partagez ce constat, même si l'état des lieux que vous venez de dresser, mais peut-être qu'il y a des éléments qui sont moins visibles. Et peut-être que je compléterai aussi, vous venez de dire que les États se doivent de respecter, de mettre en œuvre. On voit aussi des États qui ne respectent pas, qui ne sont pas signataires. Est-ce qu'il y a des États peut-être peut faire partie d'une seconde relance après, qui se distinguent sur la scène internationale par la promotion et le respect du droit international humanitaire? Je pense malheureusement il y a toujours une différence entre si un État est belligérant ou s'il n'est pas. Dans la façon après dont il va pouvoir promouvoir le droit international humanitaire. Et je dirais qu'on n'a pas vraiment un recensement pour dire à telle époque on respectait le mieux le droit qu'aujourd'hui. Nous, notre impératif, c'est lorsque la guerre est là, c'est de rappeler le droit qui s'applique aux belligérants, de faire en sorte qu'ils le respectent et de pouvoir faire notre travail. Ce qui fait que le CICR, vous nous verrez rarement dans la dénonciation publique. C'est pas notre travail, en fait. Et c'est là où on est extrêmement complémentaire avec le travail que peut faire Amnesty. Car nous, notre urgence, c'est de pouvoir maintenir un accès. C'est de pouvoir finalement aussi pousser les portes au bout d'un moment pour avoir accès aux personnes auxquelles on n'a toujours pas accès. Et pour cela, si on faisait de la dénonciation, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on ne nous donnerait absolument pas que l'accès et qu'on nous le refuserait. Donc on est obligé à ce moment-là d'avoir un dialogue, une diplomatie en fait constante pour essayer de faire comprendre, à rappeler les obligations, leur faire comprendre aussi parfois pourquoi c'est dans leur intérêt, utiliser finalement tous les leviers dont nous disposons pour réussir justement à préserver cet espace humanitaire. Là encore, je vais citer une belle phrase, c'est
un très ancien délégué c'était un peu même le fondateur de l'image du délégué du Comité international de la Croix-Rouge, le docteur Junot, qui lui a œuvré d'abord lors de la guerre en Abyssinie, ça nous remonte très loin, donc c'était entre l'Italie et l'Éthiopie, qui s'appelait l'Abyssinie à l'époque, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Troisième Combattant. Et l'idée de ce livre, c'était de dire que le troisième combattant, c'est l'humanitaire. C'est l'humanitaire qui s'interpose entre les belligérants pour préserver cet espace d'humanité. Et tout le droit international humanitaire est construit là-dessus. C'est un équilibre entre l'impératif militaire, c'est-à-dire le droit international humanitaire n'est pas pacifiste. Il considère que la guerre est là et qu'il faut y donner des règles. Donc il s'interpose entre les belligérants et les deux belligérants pour justement préserver cet espace humanitaire et faire en sorte qu'il y ait encore un petit brin d'humanité, une reconnaissance de l'altérité, que la vie et la dignité des personnes soient, malgré tout et surtout des plus vulnérables, soient préservées. Bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Anne-Héry. On vient d'avoir un exposé de l'état des lieux qui est peu réjouissant. Vous avez été, en tant qu'organisation handicap personnel, vous êtes distingué par plusieurs campagnes qui ont débouché sur des traités, l'abolition des mines, enfin, l'interdiction des mines antipersonnelles, des bombes à sous-munitions. Maintenant, votre campagne porte sur les bombardements en zone urbaine. Le paysage général mondial est que la guerre ne recule pas, donc quel type d'utilité a cette question de Philistin, quel type d'utilité ont ces traités et pourquoi cette campagne sur les bombardements en zone urbaine? Merci, et puis merci de l'invitation. Je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire en tant qu'organisation humanitaire dans les contextes qui sont décrits. Donc Handicap International, on est présent dans une 60aine de pays, donc pas uniquement des pays en conflit, mais c'est vrai que dans notre ADN, on est né dans les camps de réfugiés à la frontière de la Thaïlande, et on travaillait auprès de populations civiles qui avaient été vraiment impactées par les guerres, et en particulier qui sautaient tous les jours sur des mines antipersonnelles qui étaient donc des restes de la guerre. Donc depuis le début, on a été témoin des conséquences sur les populations civiles de la guerre, et on agissait sur le terrain, on fournissait des prothèses, des soins de réadaptation, un accompagnement pour l'accès à l'éducation, à l'emploi, donc un accompagnement aussi sur le long terme, et on agissait également en faisant du déminage. C'était vraiment le tout début du déminage humanitaire, parce qu'auparavant le déminage avait été fait exclusivement par des militaires. Donc c'était pour tracer des routes, pour les armées. Le déminage humanitaire, c'est vraiment pour un retour à la vie normale et aux conditions du développement. Mais on s'est rendu compte que ces actions sur le terrain, ça ne suffisait pas, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 80, la menace des mines antipersonnelles grandissait. C'était une arme qu'on trouvait partout, quasiment vous pouviez l'acheter sur le marché, elle était pas chère du tout, et il y avait beaucoup d'États qui en produisaient, et on se disait, nous, on est là à essayer de réparer les conséquences, mais il faut faire quelque chose au niveau global. Et c'est comme ça que Handicap International a commencé à mener des actions de plaidoyer. Donc moi, je suis la directrice du plaidoyer. On essaye d'influencer les politiques publiques qui impactent en fait notre domaine d'action. On définit ça un peu comme le lobbying, mais pour une juste cause. Alors à l'époque, on a décidé, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, interdire la guerre, ce serait idéal, mais en fait on n'a aucune chance d'y arriver. Et donc on s'est concentré vraiment sur une arme, les mines antipersonnelles, parce qu'on constatait les dégâts sur les civils. 85% des victimes étaient des civils, beaucoup d'enfants. Et on s'est dit, c'était un pari un peu fou, on va essayer de faire interdire cette arme. Il y a eu beaucoup de débats en interne, parce que là c'est des universités de la paix, et beaucoup de débats parce qu'en fait cette posture-là, ça impliquait déjà de discuter avec des représentants d'État, de discuter avec des militaires, et en fait du coup de ne pas se définir comme pacifiste, parce que sinon on n'avait aucune chance d'être entendu. Et quelque part c'est un petit peu comme si on disait il y a des armes qui sont acceptables et puis d'autres qui ne le sont pas. Donc ça a créé beaucoup de polémiques en interne, mais bon voilà, on a quand même avancé. Et cette campagne, c'était une campagne de plaidoyer, c'est-à-dire qu'il y avait l'aspect campagne de mobilisation auprès du grand public, les pétitions, les événements de mobilisation. On a beaucoup mobilisé les médias, des journaux comme l'Humanité nous ont énormément suivi bien sûr et donné de l'ampleur en fait à cette campagne.
Il y a un aspect presque de journalisme ou de recherche qui est de documenter précisément les effets pour apporter des preuves crédibles, des chiffres, des données. Et puis, il y a un élément de diplomatie, le dialogue avec les représentants d'État. On dialoguait dans les espaces du désarmement avec les diplomates, et puis on discutait avec les militaires. Et le résultat de cette campagne, qui a été une mobilisation au niveau international, on ne l'a pas fait tout seul, on a créé une coalition de la société civile. Le résultat, c'est un prix Nobel de la paix pour cette campagne, c'est un traité d'interdiction qui a été signé en 1997, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, qui interdit l'utilisation, la production, le transfert des mines, mais aussi qui demande aux États de déminer et d'apporter une assistance aux victimes. Aujourd'hui, il y a 164 États qui l'ont signé. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, tous ces traités, à quoi ça sert, ils sont violés, mais quand même, les mines antipersonnelles, ce traité, il a réduit la menace d'une manière incroyable. Il y avait une cinquantaine d'États producteurs de mines, aujourd'hui il y en a 4. Des 50 millions de mines qui étaient détenues dans des stocks ont été détruites, des pays entiers ont été déminés. Et aujourd'hui, cette arme est vraiment stigmatisée comme une arme interdite. Le nombre de nouvelles victimes par an, il est de 4000, alors qu'à l'époque, il était au moins entre 25 000 et 30 000. Donc on a quand même réduit cette menace, ça a une utilité. Alors, la suite de notre combat, qu'est-ce que ça a été? Bien sûr, de faire en sorte que ce traité-là soit mis en œuvre. On a aussi travaillé ensuite sur l'interdiction des bombes à sous-munitions, qui avait un effet similaire aux mines antipersonnelles. Et aujourd'hui, on travaille sur un des défis... Peut-être un mot sur les bombes à sous-munitions. Oui. Alors, les bombes à sous-munitions, ce sont des containers qui contiennent plusieurs petites bombes. Donc, le container se disperse avant de toucher le sol et il libère, donc il étend sur une large zone plusieurs petites munitions qui explosent, soit qui explosent à l'impact, soit qui n'explosent pas et qui donc ensuite constituent une menace pendant des décennies pour les populations. C'est 30% des bombes à sous-munitions à peu près qui n'explosent pas. Oui, alors ça dépend des types de bombes à sous-munitions, mais oui, ce qu'on appelle le taux d'échec. Voilà. Ouais. Et ces bombes sont également interdites aujourd'hui par un traité avec 111 États qui ont rejoint ce traité. Donc pareil, ça fait partie des armes interdites. Et ensuite, il y a à peu près une dizaine d'années, on a décidé de regarder qu'est-ce que c'était la principale menace contre les civils dans les conflits armés. Et avec l'urbanisation des conflits, c'était vraiment l'utilisation, les bombardements et les pilonnages dans les zones urbaines. Et ça a été difficile parce qu'on savait très bien qu'on n'avait aucune chance d'arriver à une interdiction. Et on a travaillé, c'était pas une arme en particulier, c'était plus une pratique. Et donc on a travaillé sur une déclaration politique qui n'est pas un traité d'interdiction, mais qui est quand même un engagement fort des États. Et peut-être que je vais peut-être revenir, parce que souvent on se dit, les guerres forcément ça tue les civils, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais en fait nous, on essaye vraiment de documenter quelles sont les pratiques qui sont le plus problématiques au regard du droit international humanitaire. On en parle beaucoup. Ce droit international humanitaire, il commande, 1, de prendre toutes les précautions pour protéger les civils, 2, de ne pas infliger des dommages disproportionnés aux populations civiles par rapport à l'objectif militaire attendu, et 3, d'apporter une aide humanitaire aux populations civiles, de garantir l'accès à l'aide humanitaire. Et nous, ce qu'on a documenté, c'est que la façon dont étaient utilisées les armes explosives dans les zones urbaines violait systématiquement le droit international humanitaire. Alors que quand même beaucoup d'États considèrent qu'au niveau du droit international humanitaire, c'est légal d'utiliser des armes explosives en zone peuplée. Donc voilà, on a documenté ces effets. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler là. Donc en fait, déjà on a découvert un chiffre en faisant des recherches, c'est que quand les armes explosives sont utilisées dans des zones urbaines, 90% des victimes sont des civils. Pourquoi ? Parce que d'abord, souvent, il y a des armes explosives, en particulier celles qui ont un large rayon d'impact, soit parce qu'elles ont une grande puissance d'effet de souffle, soit parce qu'elles sont imprécises et elles se dispersent. En fait, elles ne peuvent pas, elles occasionnent systématiquement des dommages aux civils disproportionnés. Donc 90% des victimes sont des civils. Dans un premier temps, il y a bien sûr les personnes tuées et blessées.
Et ce bilan est souvent aggravé par l'effondrement des buildings. L'effet de souffle également crée des blessures extrêmement sévères, compliquées sur le long terme. Vous parliez d'amputation tout à l'heure, mais il y a aussi les brûlures. Énormément donc ça crée un handicap permanent en fait pour les années à venir. Dans des contextes où l'accès aux soins de santé est extrêmement compliqué, on a un afflux massif de blessés avec des blessures extrêmement compliquées et en même temps les hôpitaux sont souvent ciblés, on ne peut pas évacuer les blessés, donc ça augmente les effets. Vous avez également des blessures psychologiques, mais à très large échelle. Quand vous avez des villes entières qui vivent sous les bombes pendant des semaines, ça occasionne des traumatismes très profonds et il faut faire face à apporter un soutien psychologique à un nombre énorme de gens en même temps. Des déplacements massifs de population. Il y a également ce qu'on appelle les effets dominos, le fait que les infrastructures essentielles soient détruites. Ça a un impact également sur le long terme, sur l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, et donc ça accroît encore le nombre de victimes. Et puis enfin, la contamination sur le long terme des restes explosifs de guerre. Si on prend l'exemple de Gaza, dans les 3 premiers mois, 45 000 bombes sur Gaza. Si on se dit qu'il y a environ 10% de ces bombes qui n'explosent pas à l'impact, ça vous donne une idée des restes explosifs de guerre qui sont disséminés dans les ruines, sur les routes, et qui constituent un danger pour des décennies, qui empêchent l'accès à l'aide humanitaire. Donc, en tant qu'ONG, on a documenté en fait tous ces impacts et on a obtenu que 86 États, en novembre 2022 à Dublin, signent cette déclaration politique. En signant cela, ils reconnaissent l'ampleur de ces dommages et ils s'engagent à limiter l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée et à améliorer l'accès humanitaire et l'aide aux victimes. Alors ça peut paraître dérisoire parce qu'elle a été adoptée, cette déclaration, en plein contexte de guerre en Ukraine. Et puis cette année, il y a eu la première conférence de suivi en plein contexte de bombardement intense à Gaza. Mais moi je pense qu'en fait, en tant qu'organisation de la société civile, il faut qu'on se réfère à ces règles du droit international humanitaire. Il faut qu'on continue à se battre pour accéder aux populations et pour faire pression sur les États par tous les moyens qu'on a, y compris en essayant de faire signer comme ça des textes qui donnent une guidance aux États sur comment mieux appliquer le droit international humanitaire. On reviendra sur la question du droit international et du droit international humanitaire. Une petite question complémentaire avant de passer la parole à Roland Nivet. Sur la déclaration politique et les 86 États, vous pouvez nous donner une idée un peu de la géopolitique de ces 86 États ? Alors, il y a 3 États qui pilotent ce processus avec lesquels on a beaucoup travaillé. C'est la Norvège, le Costa Rica et l'Irlande. Mais en fait, on a eu des États qui s'étaient opposés au début à ce processus. Les grands États militaires, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, qui ne voulaient pas entrer dans les discussions au tout début. Et puis en fait, ils ont fini par entrer dans les discussions. Donc aujourd'hui, il y a ces grandes puissances militaires qui l'ont signé. Évidemment, la Russie ne l'a pas signé, Israël ne l'a pas signé. On a pas mal, une vingtaine d'États africains, une vingtaine d'États latino-américains. Donc voilà, on a, je dirais, des États peut-être un peu secondaires en termes d'action militaire, mais qui montrent aussi un refus de la communauté internationale par rapport à ces pratiques. Et effectivement, France, Royaume-Uni, États-Unis, on était très contents que des États actifs militairement rejoignent ce texte. C'est vrai que l'adhésion des États-Unis aujourd'hui avec le soutien à Israël sur Gaza pose vraiment question par rapport aux engagements pris dans cette déclaration. Mais on va continuer de faire ce suivi et d'utiliser ce texte comme un levier supplémentaire aux autres règles qui existent pour faire pression. Je vous remercie. Donc Roland Nivet, porte-parole du mouvement de la paix. Donc là, on vient de décrire un paysage, un tableau qui est marqué. Alors je ne sais pas si on peut parler par la culture de guerre, en tout cas la présence, saturation dans notre espace quotidien, médiatique et politique de la guerre. Et vous développez une idée, si ce n'est un concept, j'aimerais bien que vous développiez, qui est celle de la culture de paix. Qu'est-ce que vous entendez par la culture de paix ? Oui.
Je vais y venir. Avant de venir ici, j'ai quand même lu un petit peu ce qu'avait dit Jaurès avant d'être assassiné. Et il y a quelques mots, parce qu'on est quand même dans une situation extrêmement grave, avec la guerre en Ukraine, en Palestine, etc. L'augmentation des dépenses d'armement qui n'ont jamais été aussi grandes. Depuis l'an 2000, les dépenses d'armement sont passées de 1 000 milliards à 2400 milliards. Et donc, aujourd'hui, d'un moment à l'autre, en particulier en Ukraine, on peut être on a dit que le conflit était mondialisé, il peut devenir aussi un conflit, une guerre mondiale. Et Jaurès, dans son discours, il disait je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Et il disait en dernière instance, les gouvernements, nous espérons qu'ils se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir de l'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Et il terminait, quoi qu'il en soit, citoyens, je dis ces choses avec une sorte de désespoir. Il n'y a plus au moment où nous sommes menacés de meurtres et de sauvagerie qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Je crois que ce texte, bon, là, on est toujours vraiment d'actualité. Et pour parler de la culture de la paix, je voudrais évoquer quand même ce que vous avez évoqué avec Amnesty, l'évolution en gros du droit international, c'est-à-dire qu'au début du siècle, on réglait la guerre, hein, comment se tuer tranquillement, mais avec certaines règles quand même. Et vraiment, c'est 45 et la création de la Charte des Nations Unies qui a en fait un basculement total. Pour la première fois, il existe un droit international. Autrement, il n'y avait pas de droit international. C'est on réglait entre les plus puissants les affaires de la fin de la guerre. D'ailleurs, on a fait pareil, les pays par le colonialisme, on a réglé tout le Moyen-Orient, on traverse, on se partage le monde, etc. Et donc, quand même, il y a eu cette évolution, et vous avez tous rappelé les uns les autres par la lutte des sociétés civiles, des citoyens, combien on a gagné d'avancer dans le droit international, que ce soit pour la protection des civils, que ce soit... et en rejoignant ce que disait Bertrand Badi, toutes les conventions qu'on a eues sur les droits économiques et sociaux, les protections de l'enfant, etc., sont des avancées considérables. Il faut bien qu'on me remarque qu'on a gagné, nous et les générations suivantes, d'énormes progrès. On est la majorité, à Bertrand Badi et les autres ce matin, Sophie Binet le disait, en fait la minorité qui dirige le monde, ce sont qu'une minorité, et la majorité c'est nous, on a gagné, et je ne crois pas toujours qu'on soit conscient qu'on a vraiment gagné beaucoup de choses, qui font que la guerre, elle est rejetée par la population, et on est aujourd'hui face à une situation où je pense qu'il y a une certaine désespérance ou angoisse, ou ce qui fait qu'on est quand même dans une contradiction par rapport à la situation aujourd'hui, c'est-à-dire une relative incapacité. Enfin, on n'est pas à la hauteur globalement, on n'a pas trouvé la mobilisation n'est pas à la hauteur des dangers qui existent aujourd'hui. Pourtant, vous avez décrit toutes les guerres, les horreurs des guerres, etc., y compris les armes nucléaires. Bon, on ne va pas oublier qu'à Hiroshima, Nagasaki, il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires, le TNP est là. On connaît la première, 10 millions, 60 millions. Hiroshima, on sait que l'homme peut produire sa propre destruction. Le CICR a publié un texte d'ailleurs en disant « Inutile d'appeler le CICR en cas d'utilisation d'armes nucléaires ». On répond absent, il n'y a pas de solution médicale ou quoi que ce soit. L'arme nucléaire, c'est l'anéantissement de l'humanité entière. Et malgré cela, et donc je pense qu'il faut revenir sur cette évolution parce que malgré cela, la question qui nous est posée souvent, c'est mais vous êtes bien gentil, mais quand même, ça a toujours été un peu comme ça, il y a toujours eu des guerres, l'homme il porte... Et il y a une campagne aujourd'hui qui réapparaît pour justifier la guerre. Or, je voudrais insister sur cette notion de culture de la paix, qui, quand elle a vu le jour, ça peut être intéressant de le revoir. Dans les années 85-86, c'est l'ONU qui a demandé à l'UNESCO de répondre à cette question. Est-ce que la biologie justifierait la guerre? Et les réponses, je vais vous les lire, hein, quand même, parce que c'est important de voir les textes eux-mêmes. Hein. La question qui était posée, la biologie condamne-t-elle l'humanité à la guerre? Et donc l'UNESCO a pris, je pense, une bonne solution, c'est-à-dire de réunir les plus grands scientifiques du monde entier à Séville,
et de plonger sur la question. Ça aboutit à un texte très très fort dans lequel les scientifiques ont dit: il est scientifiquement incorrect de dire que nous ayons hérité de nos ancêtres les animaux de propension à faire la guerre. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre ou toute autre forme de comportement violent soit génétiquement programmée dans la nature humaine. Il est scientifiquement incorrect de dire qu'au cours de l'évolution humaine, une sélection s'est opérée en faveur du comportement agressif par rapport à d'autres types. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un phénomène instinctif ou répond à un mobile unique. Et il conclut: nous affirmons que la biologie ne condamne pas l'humanité à la guerre, que l'humanité, au contraire, peut se libérer d'une vision pessimiste apportée par la biologie. Tout comme les guerres commencent dans l'esprit des hommes, la paix également trouve son origine dans nos esprits. Le même espèce qui a inventé la guerre est également capable d'inventer la paix. La responsabilité en incombe à chacun de nous. Et à partir de cela, une série de colloques s'est faite depuis 86 jusqu'à 97-98 et aboutit à une résolution majeure des Nations Unies qui fonde ce qu'on appelle la culture de la paix et qui commence en gros par cette idée. Donc ils ont analysé l'ensemble des causes des guerres. Et il y a une résolution qui a été, c'est intéressant l'histoire quand même, il y a une résolution qui a été déposée aux Nations Unies à la suite de ce travail. Cette résolution avait deux parties. Une première partie, c'est la culture de la guerre, celle qu'on a décrite, celle que vous décrirez, qui existe toujours, et en particulier avec les guerres coloniales qui ont été aussi, c'était récent. Et la deuxième partie, c'est la culture de la paix, c'est-à-dire à partir d'une analyse scientifique et profonde des causes des guerres, de se dire il faut qu'on se mobilise pour s'attaquer véritablement aux causes. Et ce que l'UNESCO proposait, c'était l'éducation à la paix, c'est le développement durable et endogène des sociétés, arriver à rompre entre les inégalités de développement entre les pays développés et les pays sous-développés et à l'intérieur des sociétés, la place des femmes dans les sociétés, plus elles ont des responsabilités, moins on avance vers un monde violent. Ensuite, le respect de la diversité culturelle, linguistique dont a parlé Bertrand Badi ce matin en disant que c'était un facteur. Et également la démocratie participative, que les citoyens à tous les niveaux des sociétés soient ancrés dans les prises de décision au niveau de l'entreprise, de la commune et de l'État. Et par ailleurs, le rôle des médias dans les guerres, l'ONU propose que les radios et les médias ne soient pas sous le couvert des multinationales et de lois de l'argent, et termine en gros en disant il n'y a pas des grands et des petits États, et c'est le multilatéralisme. On voit combien ces idées-là sont au cœur, mais la deuxième partie de la résolution qui est souvent oubliée, c'est de dire ce sont les peuples en liaison avec les élus, les politiques, les institutions nationales et internationales. C'est ce lien qui permet, quand tout est conjugué, que l'on gagne. Et on a gagné beaucoup des choses qu'on a gagnées, quand il y avait conjonction, avec la lutte faite en bas, avec des orientations qui avaient été proposées aux Nations Unies, et avec aussi des politiques qui nous soutenaient. Et donc c'est ça qu'on appelle la culture de la paix. Donc c'est pas la culture, c'est au sens agraire, c'est-à-dire construire, travailler, pour construire les conditions politiques, économiques, sociales. Et donc cette notion, elle se retrouve dans un certain nombre d'États. Par exemple, la comité des États, c'est pas le comité, c'est le CELAC, la coordination des États latino-américains des Caraïbes, a choisi en 2016 de fonder la sécurité sur le continent latino-américain sur cette notion de culture de la paix, de la faire vivre au quotidien, au niveau politique, économique, etc. Et donc c'est ce qui a fondé aussi le travail en France du collectif des Marches pour la paix, qui s'est créé sur la base de cette résolution, en gros, en la reprenant à son compte et en proposant d'agir. Et là aujourd'hui le collectif il compte à peu près 200 organisations, et donc voilà, la genèse est intéressante à voir, et à voir aussi qu'elle a eu une pratique dans un certain nombre d'États. C'est à partir de là que le mouvement de paix, globalement, a écrit en France le livre blanc pour la paix, écrit en gros avec 40 organisations, la CGT, les syndicats, une quarantaine d'ONG, parce qu'à partir du moment où on était, nous par exemple au mouvement de la paix, on a été longtemps contre l'arme atomique, contre les guerres, avec la résolution sur la culture de la paix, on franchit un autre seuil. C'est qu'on devient des constructeurs, et on construit des alternatives, et on se met vraiment dans le champ du politique, à notre place, mais en proposant des solutions alternatives qui nous amènent également à avoir organisé avec la CGT un colloque sur la question de l'économie de la paix,
parce que il ne faut pas laisser ça simplement aux décideurs, aux multinationales, il faut qu'on mette les pieds dans le plat. Et récemment à Saint-Malo, pendant 8 jours, il y a eu un colloque sur l'éducation à la paix et la culture de la paix avec la FSU, qui va donner lieu à un acte de 140 pages, je crois, un petit film. Et le thème c'était la culture de la paix, une idée révolutionnaire, point d'interrogation. Et donc je pense que la question aujourd'hui c'est que on a des atouts, jamais on a obtenu autant de traités contre l'armement, contre la guerre, sur les armes chimiques, les armes biologiques, les armes nucléaires, les armes à sous-munitions. On voit qu'on est à l'offensive, qu'on est la majorité, mais là aujourd'hui on est un peu en panne. Et c'est la raison pour laquelle le collectif des Marches pour la Paix, parce que je vais aller directement jusqu'au bout, pense que le 21 septembre cette année, il faut vraiment que ce soit vraiment un 21 septembre qui sorte de l'ordinaire, parce que quand même la catastrophe elle n'est pas loin. Et donc il faut se remobiliser. On a le droit international avec nous, et mon petit bouquin est là. Je voulais citer Georges Corme, que vous connaissez peut-être. Georges Corme était ancien ministre des Finances au Liban et qui a écrit quelque chose sur les causes profanes des guerres. Il termine son ouvrage où il le dit toujours: seul un retour au respect intégral des grandes règles du droit international peut désarmer les dynamiques diverses d'hostilité et de conflits dans lesquelles nous vivons. Le droit international à double vitesse constitue une recette non seulement pour décrédibiliser les valeurs démocratiques dans le monde, en particulier hors du bloc euro-atlantique, mais pour enflammer plus encore les esprits. C'est le nouveau chemin de la guerre généralisée qui nous attend demain si on y prend garde. Voilà, je pense que les enjeux sont là et c'est notre action, nationalement, internationalement. Je voudrais terminer par quelque chose de positif. On a parlé des jeunes des pays, des jeunes, que l'avenir de la jeunesse, c'est Bertrand Badi. Le mouvement de la paix vient de mettre un projet qui s'appelle Jeunes, citoyens et solidaires, qui est conduit par une vingtaine de jeunes étudiants qui viennent de République démocratique du Congo, qui sont en stage, enfin étudiants en France, qui viennent du Sénégal, qui viennent d'Algérie, qui viennent d'Italie, de Tunisie, et qui crée ce réseau qui vise à avoir, maintenant il y a 24 pays qui sont impactés, un réseau d'une centaine de jeunes qui parleront d'abord sur les réseaux et qui détermineront ensemble les actions menées au plan international. Et donc ça, je pense que c'est une nouvelle intéressante. Voilà. Merci Roland Divet. Vous avez insisté